Bonjour et bienvenue à cette capsule de UHD Photo aujourd'hui. Nous allons aborder le sujet de la préparation pour votre révision en vol pour la certification d'opération avancée. Donc moi personnellement, je détiens la certification d'opération avancée et depuis aussi j'ai maintenant la qualification d'évaluateur de vol. Donc à compter de l'année prochaine, je pourrais être le genre de personne avec qui vous auriez à faire votre évaluation en vol. Pour pouvoir faire son évaluation, avoir sa qualification d'évaluateur d'évaluation en vol, donc évidemment, ça prend un certificat d'opération avancée depuis au moins 6 mois. Ensuite de ça, vous avez un examen à passer en ligne qui vous permet de pouvoir déterminer vos aptitudes à être évaluateur de vol. Donc, il y a un petit peu de théorie là-dedans sur des choses que vous avez déjà faites dans votre examen de certification d'opération avancée, mais il y a aussi beaucoup un côté humain là-dessus pour voir comment est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir évaluer finalement là, vos candidats qui veulent avoir leur certification d'opération avancée. C'est sûr qu'il y a un guide, là, qui est fourni par Transport Canada pour être en mesure de pouvoir dire qu'est-ce qu'exactement on s'attend d'avoir d'un évaluateur en vol. Donc évidemment, j'ai dû étudier ce guide-là et tout ça. Mais ça reste par contre qu'en bout de ligne, malgré qu'il y a un guide, il y a quand même un facteur humain là-dedans. Donc, votre évaluation va dépendre, votre degré d'évaluation aussi va dépendre beaucoup de l'évaluateur que vous avez là, pour faire ça. Écoutez, moi, quand j'ai fait ma révision en vol, finalement, je me suis trouvé à être avec une compagnie finalement une école de pilotage qui prenait ça vraiment, vraiment très au sérieux. Moi personnellement, je suis content d'être tombé sur des gens comme ça parce que malgré le fait que j'avais quand même les connaissances qu'il fallait pour être en mesure de pouvoir passer au travers de ça, ça reste que ma révision en vol m'a quand même beaucoup appris de choses. Pendant notre formation de certification d'opération avancée, on apprend énormément de théorie, beaucoup de par cœur là-dedans, mais il y a des affaires de pratique qu'on n'a pas nécessairement non plus, puis que ça, c'est avec le temps finalement qu'on va l'apprendre. Donc, ma révision en vol m'a justement permis de pouvoir apprendre certaines affaires que j'ai déjà pu mettre en pratique tout de suite après, puis que je me suis dit, bon, ben ça, là-dessus, il faut que je travaille parce qu'il y a certaines affaires que je sais pas. Donc, votre révision en vol, finalement, le but, c'est pas nécessairement d'être parfait, OK? Le rôle de l'évaluateur en vol, finalement, c'est de pouvoir estimer ou surtout évaluer votre niveau de sécurité puis votre niveau de connaissance générale, OK? Parce que quand vous allez avoir des opérations, vous pouvez faire face à certaines situations, surtout des situations d'urgence, OK? Qui pourraient faire que, bon, ben vous, en tant que pilote de drone, est-ce que vous êtes capable de pouvoir gérer ce genre de situation-là rapidement et de prendre finalement les mesures qu'il faut pour éviter finalement de mettre en danger la sécurité d'autrui. Alors, donc, une fois que vous avez fait votre certification d'opération avancée, là, après ça, vous allez prendre communication avec une école de pilotage qui va pouvoir, à ce moment-là, vous attitrer un évaluateur de vol. Donc là, encore là, vous allez avoir des écoles de formation qui vont vraiment vous prendre en charge beaucoup. Puis vous allez avoir des écoles de pilotage qui vont plutôt vous êtes indépendant, autonome, autodidacte finalement pour préparer votre vol. Parce que ça reste qu'à la base, c'est une mission. Au même titre que vous allez vouloir avoir un contrat pour prendre de la photo, faire de l'inspection, n'importe quoi comme ça, c'est vous le pilote. OK? Donc, c'est vous qui devez déterminer votre plan de vol, c'est vous qui devez voir tous les paramètres de votre mission, avoir le matériel que vous aurez besoin et tout ça. L'évaluateur de vol, c'est pas un formateur. OK? Il est là pour évaluer vos aptitudes à être pilote. Donc, quand vous allez arriver sur place, bon, évidemment, il va y avoir les présentations avec l'évaluateur, tout ça. Vous allez préparer votre matériel, ainsi de suite. Et après ça, vous allez devoir comme expliquer à l'évaluateur de vol qu'est-ce que c'est que vous faites quand que vous allez en mission. Donc, si je peux vous donner des trucs, parce qu'une fois rendu évaluateur, c'est pas moi qui va vous dire ça, mais je suis aujourd'hui là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour vous préparer à ça. OK? Donc, en tant que candidat, si je me mets dans la peau d'un candidat et aussi qu'est-ce que moi j'ai eu à faire pour ça,
Donc, en tant que candidat pour faire ma révision en vol, finalement, j'ai préparé tout au complet. OK? Donc, en tant que pilote, moi, au même titre qu'un pilote d'avion, n'importe quoi, vous devez avoir une checklist. Donc, dans ma checklist, qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est tout le matériel que j'ai besoin pour faire mon vol. Donc, évidemment, préparation du drone, d'avoir tous mes trucs de sécurité, ma petite veste, d'avoir mes éléments de sécurité si j'ai besoin d'avoir des comptes puis tout ça parce que je sais qu'il va y avoir des gens pas trop loin ou quelque chose comme ça. Au niveau de la préparation du drone, donc c'est évidemment bien certain que vous devez toujours vérifier vos niveaux de batterie. Si jamais vous savez que vous avez une mission, que vous en avez pour à peu près une demi-heure de vol, ben c'est certain que si vous avez 12 batteries, ça ne vaut pas la peine nécessairement de préparer les 12 batteries. OK? Donc c'est vraiment comme un pilote d'avion, de se rendre du point A au point B, il a besoin d'un tel niveau de carburant. Tu ne mets pas tout le temps ta jauge de fuel à full finalement. Là. Donc les batteries, c'est un petit peu la même chose. Par contre, ben, vos batteries de télécommande, ça c'est bien qu'ils soient toujours à 100%. Vos batteries de cellulaire aussi. Vérifiez si vous avez bien mis votre carte SD dans votre drone parce que évidemment, ça arrive des fois qu'on les oublie. Donc, tu sais, c'est le genre de choses qu'on met dans notre checklist. Qu'est-ce que j'ai besoin? Tac, 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 tac. Ensuite de ça aussi, bon, évidemment, ça c'est de l'électronique. Ça fonctionne avec une application que vous devez vérifier si votre firmware y est à jour. Donc, la journée avant de faire votre mission, ce qui est préférable, si ça fait un bout de temps que vous n'avez pas utilisé votre drone, c'est de le démarrer avec votre cellulaire, un petit peu comme vous alliez voler, juste pour voir si votre application, vous allez avoir une indication comme quoi que vous devez faire une mise à jour de firmware, OK? Parce que ce genre de mise à jour-là, ça peut être quand même assez long. Et puis, si vous utilisez, admettons, comme moi, dans mon cas à moi, quand je vole mes drones, je ne prends pas mon cellulaire pas connecté là, sur un réseau cellulaire LTE ou quelque chose comme ça. Je prends mon téléphone cellulaire qui fait juste connecter avec mon drone, puis je peux pas, si je démarre tout ça, pouvoir faire des mises à jour. OK? Donc, mes mises à jour, je les prépare à l'avance. Ensuite de ça, ben là, vous avez aussi les mises à jour de la Flybase. Dans le cas des DJI, vous avez très très fréquemment des mises à jour à faire là-dessus. Des endroits de vol, puis tout ça, les géofences, puis tout ça. Donc ça, on en a régulièrement. Donc, on prépare ce genre de choses-là avant de voler. Donc, évidemment, là, vous avez fait toute votre checklist de matériel. Ça, c'est parfait. Il y a le plan de vol. Donc, le plan de vol, qu'est-ce que c'est? Faire une reconnaissance de l'endroit où ce que vous allez voler. Alors, moi, pour ce genre de choses-là, j'utilise Google Earth, j'utilise Google Street. Ça me permet de pouvoir avoir une vision satellite des lieux, finalement. Google Street me donne aussi l'occasion de voir un petit peu les alentours au niveau de la rue, qu'est-ce que ça donne comme accès en voiture ou ce genre de choses-là. Et ça me permet aussi de pouvoir préparer à peu près, grosso modo, où est-ce que je vais installer là, finalement mon poste de décollage et puis d'atterrissage. Une fois que j'ai fait ça, par la suite aussi, je peux utiliser ces données-là pour pouvoir préparer des distances et tout ça. T'sais. Fait que vous êtes capable de vous faire des trajets, de pouvoir vous faire une surface finalement qui va être exploitable, que vous allez pouvoir aussi mettre des couleurs là-dessus, vous mettre aussi des niveaux de hauteur que vous voulez établir ou ce genre de choses-là. Puis une autre chose aussi que Google Earth va pouvoir vous permettre, ça va être pouvoir détecter rapidement c'est quoi les obstacles importants que vous pourriez avoir. Donc tous les bâtiments, les arbres, des lignes électriques, tout ça. C'est sûr qu'une fois rendu sur place, vous allez probablement découvrir d'autres, mais au moins vous avez déjà une espèce de vue d'ensemble de qu'est-ce que ça peut ressembler. Fait que ça, c'est comme ça qu'on prépare un plan de vol dans le fond. Ensuite de ça, moi j'utilise aussi l'application AirMap, qui est une application qui est vraiment, vraiment faite pour ça, de pouvoir préparer son plan de vol. Pour ça, je vous invite finalement à aller voir sur App Store ou bien sur l'autre truc que vous utilisez pour les Android, mais peu importe. Donc, vous allez trouver AirMap quand même là-dessus. Fait que, avant de préparer votre mission, évidemment, vous faites votre plan de vol sur AirMap. Fait que c'est sûr que, je vous dis pas que vous allez respecter ça à 100%, mais c'est bien d'avoir quand même un guide. Ça vous prépare aussi psychologiquement à votre vol. L'évaluateur en vol, il va probablement aussi vous demander, en plus de votre plan de vol, de vous dire peut-être pourquoi est-ce que vous avez choisi cet emplacement-là. Puis il va aussi vous demander de voir si vous connaissez bien votre zone. Donc, des endroits comme, des applications comme AirMap, des applications aussi comme dans DJI,
Même quand vous n'avez pas démarré votre drone, en bas à gauche de votre application, finalement, DJI Go, Go4 ou bien DJI Pilot, vous avez toujours votre petite carte satellite en bas à gauche, OK? Donc, même quand votre drone ne fonctionne pas, quand vous cliquez là-dessus puis vous êtes sur un Wi-Fi, évidemment, vous êtes quand même capable de voir les zones de vol, OK? Où est-ce que votre drone est situé? Admettons, il est-tu dans une zone no-fly zone ou quelque chose comme ça? Quand vous utilisez AirMap, ben là, vous avez vraiment les zones d'espace aérien contrôlées. Fait que, tu sais, quand vous êtes en mesure de pouvoir expliquer ça à l'évaluateur de vol que vous connaissez bien les façons de pouvoir faire une reconnaissance justement de l'endroit où ce que vous allez voler, ça va lui montrer que vous connaissez bien vos affaires, OK? Vous avez AirMap, vous avez DJI Go, tout ça qui peut vous aider à pouvoir savoir si vous êtes dans un espace aérien contrôlé, tout ça, mais ça reste que c'est pas du matériel qui est reconnu par Transport Canada comme étant une référence, OK? Donc ça, je vais y venir plus tard, là, dans le matériel que vous avez besoin d'avoir la journée de votre révision en vol. Bon, ben là, je pense qu'on est rendu là de toute façon. Je vous ai parlé un petit peu de la checklist, de préparer votre plan de vol, d'avoir vos outils pour pouvoir préparer tout ça. Donc, ce que vous allez avoir besoin aussi quand que vous allez faire votre révision en vol, bon, évidemment, ça va vous prendre votre pièce d'identité. OK, donc idéalement un permis de conduire, un passeport ou quelque chose comme ça qui prouve finalement que vous êtes citoyen canadien. Ça vous prend ça. Ensuite de ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas nécessairement transporter avec vous, mais c'est quelque chose qui, selon Transport Canada, on est toujours supposé avoir à notre portée. C'est le manuel d'utilisation de votre drone. Vous devez absolument avoir ça. Donc ça, c'est au cas où que vous avez finalement un pépin avec votre drone, tout ça, il faut que vous ayez un outil de référence que vous pouvez aller facilement fouiller dans les pages pendant que votre drone il se pousse ou n'importe quoi. Bon, si vous l'avez oublié, si admettons vous avez un DJI, vous êtes capable de pouvoir accéder, si vous avez un drone assez récent, d'avoir accès finalement à le manuel d'instruction en version PDF sur le site de DJI, OK? Faut fouiller beaucoup, par exemple, pour réussir à le trouver. Donc, si vous l'avez oublié au pire aller, vous pouvez penser que vous avez accès à ça, mais je vous conseille quand même d'avoir ça parce que pour l'avoir vécu, en fait, de l'avoir oublié finalement et d'avoir dû fouiller sur le web du ça, quand vous faites votre révision en vol, vous êtes déjà assez stressé. Vous n'avez pas en plus à avoir à penser, crime, d'aller fouiller sur le site de DJI pour réussir à trouver ça. C'est vraiment ultra stressant. Puis si vous ne le trouvez pas, oubliez ça. Vous venez déjà de couler en partant, OK? Ensuite de ça, l'autre truc que vous allez avoir besoin, OK? Ça, c'est pas tous les évaluateurs de vol qui vont le demander, mais dans le guide de l'évaluateur en vol, pour faire la révision en vol, le document, il est exigé. Donc, Transport Canada dit que ça le prend, OK? Si votre évaluateur, il ne le demande pas, c'est son problème, OK? Mais, puis tant mieux pour vous, tant pis pour vous, mais moi, j'espère que vous allez avoir un évaluateur qui va vraiment suivre la procédure de Transport Canada, OK? Parce que si, admettons, votre évaluateur, il fait pas ça, puis il dit « organise-toi, c'est pas grave », mais qu'un jour, vous allez faire une mission, puis que vous n'êtes vraiment pas chanceux, mais il y a un inspecteur de Transport Canada qui passe dans le coin, puis qui va vérifier si vous avez toutes vos affaires. Donc, si vous avez vos certificats, vos pièces d'identité, patati patata, puis si vous avez votre manuel, et que si vous avez la fameuse carte aéronautique de navigation. OK? Ça, ce document-là, vous allez trouver ça sur le site de NAV Canada. Donc, NAV, Espace Canada. Vous tapez ça sur Google, puis vous allez après ça être en mesure de pouvoir choisir publication et de réussir à mettre finalement la main sur la carte aéronautique de navigation. Donc ça là-dessus, cette carte-là, vous, quand vous avez fait finalement votre examen, votre certification d'opération avancée, vous avez vu cette carte-là, OK? Il a fallu que vous voyez, dans le fond, être capable de lire une carte, qu'est-ce que c'est exactement. Donc, une carte aéronautique, c'est ça. Fait que ça vous prend ça. Donc, évidemment, AirMap, c'est la version un petit peu système informatique, application, de pouvoir avoir ces cartes de tout ça qui sont quand même toujours très à jour, alors que votre carte n'est pas nécessairement à jour, mais bon, en tout cas. Donc, mais ça vous prend absolument la carte. Donc, la journée de la révision, il faut que vous ayez cette carte-là. Dans mon cas, à moi, je l'avais commandé, mais je l'avais pas reçu. OK?
Par contre, j'avais amené ma facture. Donc, j'avais amené ma facture à mon évaluateur en vol pour lui dire que je l'avais vraiment commandé, que c'était la bonne carte, tout ça. Fait que dans sa tête, à lui, il s'est dit, garde, au moins, il va avoir son document. Mais là, il y avait une question de délai aussi, puis je l'avais pas reçu. Puis NAV Canada avait fait une mise à jour, puis en tout cas, bref, la carte était comme pas prête, fait que tout ça. Mais par contre, j'avais au moins mon document. Donc ça, vous allez avoir besoin de ça. Aussi, moi, dans mes affaires de préparation que j'ai faites, je suis quand même assez organisé là-dessus. Sur mon téléphone cellulaire, OK, j'ai toutes mes affaires au complet, OK? Mon certificat d'opération avancée, de pilote, j'ai aussi toutes mes données, là, mes immatriculations de drone, j'ai tout ça ici, j'ai tout fait des photos de ça. Ensuite de ça, j'ai plein de liens, d'hyperliens que je me suis fait finalement pour avoir accès facilement au site de Transport Canada, de NAV Canada, pour avoir accès à mes NOTAM aussi. Ça, c'est une autre affaire. Dans votre plan de vol, justement, vous devez être en mesure de pouvoir dire que vous avez vérifié les NOTAM. Vous devez avoir les NOTAM au jour aussi que vous allez faire votre vol. Vous allez devoir montrer à votre évaluateur c'est quoi les NOTAM, tout ça. Il faut que vous soyez capable de montrer que vous êtes capable de lire les NOTAM. Fait que ça, c'est super important. La météo, c'est la même affaire. Donc, évidemment, j'ai mon application de météo média, toujours. Puis ça, c'est des affaires qui font partie de votre plan de vol. Vous devez toujours vérifier votre météo. Donc, on sait que la météo, c'est pas super précis. Mais la journée d'avant votre vol, par contre, ben là, vous allez être capable de savoir la journée de votre vol, c'est-à-dire le lendemain, de pouvoir voir exactement, bon, votre plafond est à combien, les vents sont à combien, il annonce-tu beau, il annonce-tu froid, tout ce genre de choses-là. Il faut tout que vous soyez capable de pouvoir montrer que vous vous êtes occupé de ça. Ensuite de ça, dans mes affaires, j'ai aussi les numéros de téléphone d'urgence de NAV Canada, des fois que je perde mon drone, le 911. J'ai tout mis là, à la même place, finalement, qu'est-ce que j'avais besoin, toute ma théorie, finalement. Si vous avez oublié certaines affaires, ben au moins tout est là. T'sais, admettons des photos de votre permis de conduire ou n'importe quoi. T'sais, j'ai tout là-dedans. Fait que, c'est ce qu'on appelle des redondances, OK? C'est comme des systèmes de sécurité qui vous empêchent que si votre plan A pète, ben vous avez un plan B toujours, OK? Donc moi, je suis ce genre de personne-là. Puis un autre truc aussi, ça c'est pas obligatoire, là, mais éventuellement peut-être que vous allez en avoir besoin si éventuellement vous avez besoin de faire des COAS, donc des certifications d'opération aérienne spécialisées. Vous allez avoir besoin aussi d'un manuel d'opération, OK? Donc ça, je m'en suis fait un aussi là-dessus, puis tout. Fait que grosso modo, c'est le genre de choses que vous allez avoir besoin absolument avant même d'avoir commencé votre révision en vol. Donc, ça va être de montrer que vous avez vraiment tout le matériel. Donc, une fois que votre révision en vol va commencer, juste pour vous dire, cette chose-là, ça devrait durer, en moyenne, une bonne révision en vol doit durer au moins 1 heure. OK? Et sur votre 1 heure, vous allez avoir à peu près une quinzaine de minutes de vol au maximum. Donc, le restant du temps, ça va être aussi l'évaluateur en vol qui va vous poser des questions. Il va simuler, admettons, des situations. Donc, par exemple, vous perdez, donc c'est ça. Ça, c'est le genre de choses que vous avez eu dans votre examen, mais il y a beaucoup de questions que vous avez déjà faites dans votre examen théorique en ligne que l'évaluateur en vol va réévaluer vos attitudes. Donc, admettons que vous êtes en train de voler et que vous perdez le signal avec votre manette. Donc, comment vous réagissez? L'évaluateur, il ne va pas vous donner des choix A, B, C, D. Là. Alors, tu fais ça, tu fais ça. Non. Il va vous dire, donc là, tu perds la connexion avec ta manette. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faut que vous soyez en mesure de capable de comprendre comment votre drone va réagir si jamais il y a une perte de signal avec votre télécommande, admettons. Donc, il faut que vous soyez capable d'expliquer que vous maîtrisez super bien le principe de RTH, donc de Return to Home, que vous savez que votre Return to Home, il faut quand même aussi régler ça. Que des hauteurs, que si jamais, admettons, votre radiocommande elle coupe ou n'importe quoi, votre drone va attendre un petit peu, puis après ça, s'il n'y a pas rien qui se passe, ben là, lui va faire un Return to Home. Mais un Return to Home, on sait ce que c'est, dans le fond, c'est que votre drone, là, il est à une hauteur X, mais vous avez fixé quelque part, ou si vous ne l'avez pas fixé, il est fixé quelque part une hauteur RTH. Donc, si vous êtes à 20 mètres de hauteur, puis que votre hauteur RTH est fixée à 50 mètres, donc aussitôt qu'il y a une connexion, donc là, votre drone attend un petit peu, après ça, il reste sous ce qu'il est, puis après ça, il va monter à sa hauteur RTH, OK? Donc, c'est important que vous soyez capable de dire qu'en fonction des obstacles que vous avez,
que vous êtes conscient qu'effectivement, vous pouvez avoir à jouer avec ça. Et aussi où c'est que vous pouvez le trouver. Donc, quand que vous allez faire votre préparation en vol, puis tout ça, votre préparation de matériel, démarrer votre drone, tout ce genre de choses-là, il faut que vous soyez en mesure d'expliquer à votre évaluateur que vous savez qu'est-ce que c'est, puis comment ça fonctionne, OK? Parce que s'il arrive une situation d'urgence, ça va arriver. Bon. L'autre affaire qui peut arriver, c'est pas une connexion avec votre télécommande puis votre drone, c'est tout simplement, admettons, votre application qui pète. Donc ça arrive des fois. Donc dans le cas de DJI, vous avez, comme moi, je fonctionne beaucoup avec mon DJI Enterprise. J'ai l'application DJI Pilot, OK? Puis ça m'est arrivé, je sais pas pourquoi, là, puis il va falloir que je vérifie si c'est arrangé, mais mon application, elle pète souvent. Donc tout d'un coup, elle shut down seule. OK? Donc ça, c'est pas la fin du monde, par exemple. Parce que comparativement à une perte de signal que vous avez entre votre télécommande et votre drone, ben là, vous avez votre signal entre ces deux affaires-là, OK? Donc, il n'y aura pas de return to home à ce moment-là qui va être programmé automatiquement. Donc, c'est simplement que votre application, c'est quoi qu'elle vous permet, grosso modo? L'application vous permet d'avoir accès sur finalement qu'est-ce que votre caméra de drone voit. OK? Donc, si jamais votre application saute, c'est pas nécessairement la fin du monde. OK? En fait, vous avez juste à la redémarrer, puis automatiquement, vous avez une connexion entre votre télécommande puis votre cellulaire, puis là, ben, vous allez avoir votre image tout de suite. OK? Fait que ça, c'est pas une situation ultra paniquante, mais ça reste quand même que si vous ne le savez pas quoi faire, si votre application saute, ben, vous avez de l'air fin. OK? Donc, tu sais, votre évaluateur va encore estimer, OK, c'est quoi votre niveau de rapidité, là? Parce que c'est pas le temps de commencer à, si ça arrive en affaire de même, de fouiller pendant 10 minutes, là. Tu sais, pendant ce temps-là, votre drone est en stationnaire, vous avez des batteries, que le niveau de baisse, puis là, à un moment donné, si votre niveau devient critique, puis là, vous n'avez plus accès à vos données, parce que vous n'avez pas accès nécessairement comme une manette comme ça d'un Mavic 2 ou en montant, ou ouais, c'est ça. Ou un Mavic Pro ou Mavic Pro Platinum. OK? Vous avez une télécommande avec une redondance. Donc, si admettons, votre application, vous n'avez plus vos niveaux, tout ça, bien ça, une manette comme ça, vous avez quand même toutes vos affaires critiques, OK? Vos affaires super importantes, vos niveaux de batterie, vos distances, vos hauteurs, tout ça, ça peut vous sauver une affaire de même. C'est ce que j'appelle du vol aux instruments ou du vol aveugle, ça, OK? Mais vous avez au moins vos données quelque part. Fait que votre application qui est plantée, là, vous ne savez pas quoi faire, vous commencez à fouiller, vous n'avez pas une télécommande comme ça avec vos niveaux, tout ça. Là, vous allez paniquer, là, parce que là, tu sais, c'est sûr que puis vous devez suivre la réglementation, vous devez voler en VLOS, OK, en visibilité, en fait. Vous devez toujours voir votre drone, OK? Mais si pour une raison X, Y, Z, vous n'avez pas votre visibilité sur votre drone, puis vous n'avez pas votre application, puis la visibilité, ben là, vous êtes aveugle, là, puis vous ne savez plus quoi faire, puis vous allez paniquer, OK? Donc, dans des cas extrêmes, ben là, c'est de pouvoir expliquer quand même à votre évaluateur de vol qu'au pire aller, vous êtes pas capable de faire un return to home, OK? Donc, votre drone, lui, là, tu sais, même s'il n'y a pas sa connexion avec sa télécommande ou que l'application ne fonctionne pas, lui, là, il est toujours locké GPS, OK? Donc, il a toujours sa position satellite, puis le return to home lui permet de pouvoir revenir à sa base, OK? Donc, si jamais vous perdez votre connexion, le pire des cas, la radiocommande, votre cellulaire, vous n'avez plus de batterie parce que tout ça, bref, puis là, vous êtes dans le noir total. Votre drone, lui, éventuellement, il va revenir tout seul à la base, OK? Donc ça, là-dessus, au moins, on le sait qu'il y a des sécurités. Votre drone, lui, va pas faire « OK, plus rien qui marche, là, moi, je tombe. » Donc, je me mets à off, là, puis je vais me laisser tomber à terre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec des drones du genre de DJI, OK? C'est vraiment ultra sécuritaire. Mais sur ces affaires-là, il faut tout connaître ça, OK? Ça fait partie, en tant que pilote, du fait que vous êtes capable de montrer que vous connaissez bien votre matériel, vos machines, en fait, OK? Donc ça, l'évaluateur en vol va en avoir besoin. Ensuite, si jamais vous avez une situation de fly-away, donc ça peut arriver du fly-away à cause des interférences ou des choses comme ça, n'importe quoi, OK? Vous avez un problème de compo, n'importe quoi, il faut que vous soyez capable d'expliquer à l'évaluateur en vol finalement que vous allez être capable d'avoir identifié que votre niveau de batterie il était à tel montant, que ça veut dire que grosso modo, votre drone peut parcourir à peu près telle distance ou quelque chose comme ça. Il faut que vous soyez capable de montrer que vous êtes
en mesure d'identifier tout de suite la direction des vents. Est-ce que votre drone a le vent dans le dos, le vent dans la face, peu importe, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un aéroport proche? Tout ce genre de choses-là. Okay? Donc, si vous avez une perte de signal, vous avez un fly-away, il faut que vous soyez capable de dire rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, vous avez du monde à caler là, dans ce temps-là. Okay? Donc, vous allez avoir à appeler probablement le 911 pour signaler finalement que vous avez perdu votre drone qui s'en va dans tel secteur, tout ça. Fait que s'il y a des résidents qui appellent la police pour dire qu'ils ont vu un drone passer par rapport, ben la police va déjà être au courant, OK? Puis ils vont avoir vos informations pour vous rappeler. Ensuite de ça, si vous êtes dans un espace aérien contrôlé, ben ça va vous prendre là, finalement le numéro de téléphone de l'ATC, la tour de contrôle pour aviser, regarde, moi mon drone est dans ton secteur, j'ai un fly-away, puis ça se peut qu'ils s'en viennent dans votre coin. Donc eux, ils vont pouvoir à ce moment-là prendre les mesures qu'il faut pour informer des pilotes ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est important. Ensuite de ça, bon, éventuellement, ça va être d'aviser aussi Transport Canada, mais ça, c'est après le vol. Donc ça, c'est pas tout de suite, là. Mais c'est ça. Donc si vous avez une situation de fly-away, il faut vraiment être en mesure de pouvoir dire ça. Dans les grosses situations critiques, donc vous avez accroché un obstacle, vous avez brisé une hélice, puis là votre drone devient hors de contrôle, malheureusement il perd sa stabilité, il va commencer à virer sur lui-même, tout ça. Il faut être en mesure de pouvoir dire finalement à l'évaluateur de vol, si vous perdez une hélice ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous faites, ok? Donc des petits trucs là-dessus, si vous êtes à proximité des gens, ok, c'est primordial que vous cessiez le vol le plus rapidement possible. Okay? C'est pas le temps que le drone commence à spinner partout puis qu'il commence à faire peur aux gens puis d'aller blesser des gens. Okay? Donc si, admettons, vous n'êtes pas très loin des gens, mais que vous êtes quand même à une certaine distance, okay? Puis vous êtes à une hauteur quand même, donc malgré le fait que votre drone a perdu une hélice, okay, il va quand même essayer toujours de compenser sa hauteur. Donc, avec votre télécommande, évidemment, vous pouvez essayer de lui faire diminuer sa hauteur. Donc, c'est sûr qu'il va spinner tout croche, mais au moins, vous allez pouvoir faire diminuer votre hauteur pour, évidemment, s'il tombe, ben, essayez autant que possible de diminuer les dommages sur votre matériel. Puis aussi, pendant que vous diminuez tout ça, ben, il y a des gens à proximité aussi que ça va attirer leur attention, ok? Puis ils vont être plus sur leur garde, là. Donc, c'est toujours de penser que ce genre de situation-là peut faire que vous pouvez avoir à réagir comme ça. Si par contre la situation est trop critique, tout ça, vous devez à ce moment-là éteindre votre machine. Okay? Vous savez que, regarde, là, c'est just too bad, je suis à 30 mètres de hauteur, j'ai perdu 2 hélices, ou la batterie a surchauffé, il est en feu ou n'importe quoi. Là, c'est pas le temps de niaiser. Là, okay? Fait que vous éteignez vos moteurs. Fait que ça, c'est important de connaître finalement la procédure. Donc, c'est comme quand, avec un drone DJI, vous voulez faire un décollage manuel. Vous mettez vos 2 joysticks vers le milieu, ok? Puis vous attendez un petit peu, donc là, le drone décolle. Bon, ben là, c'est le contraire. Quand vous voulez éteindre vos moteurs, vous mettez vos joysticks par en bas dans le milieu. Puis au bout d'une couple de secondes, ça va arrêter les moteurs. Puis just too bad, vous allez voir votre drone tomber comme une brique au sol. Alors ça, c'est important que vous soyez capable d'expliquer que vous savez ce genre de choses-là. Si jamais il y a un feu, donc évidemment, bon, c'est sûr que c'est pas nécessairement super gros, ça va pas nécessairement faire un gros feu puis des grosses explosions, ok? Mais ça va être d'expliquer quand même à l'évaluateur de vol c'est quoi que vous allez prendre comme mesure si jamais vous avez un feu. Donc, dans le matériel que vous avez besoin dans votre checklist, ok? C'est sûr que si vous avez un énorme matériel, ok, je vais vous donner un exemple pour les gens qui connaissent beaucoup les drones. Vous avez un drone Inspire, admettons, ou vous avez un drone matrice, ok. Vous êtes un ultra professionnel, puis vous avez à peu près, tu sais, vous avez une valise avec votre drone dedans, puis vous avez une autre valise à côté qui est remplie de batteries, ok. Donc vous là, vous êtes un vrai professionnel là. C'est sûr que t'sais, vous avez plus de chances que ça vous arrive pendant une journée de tournage ou n'importe quoi, que vous avez une surchauffe de batterie. On ne peut jamais être à l'abri de ça. Donc, c'est sûr qu'un ultra professionnel, lui, dans son matériel de sécurité qui est mieux d'avoir, il est mieux d'avoir un extincteur aussi. Vous savez, dans les extincteurs, vous en avez 3 types. Vous avez les types A, les types B, les types C. Le mieux d'avoir, c'est d'un type C. Donc, le type C, c'est un type d'extincteur qui peut éteindre tout type de feu. OK? Parce que si vous avez un extincteur de type A, c'est un extincteur qui a de l'eau dedans. Bon, puis on n'éteint pas des batteries au lithium qui sont prises en feu avec de l'eau. OK? Ça va juste faire pire, là. Puis sinon, ben, ça vous prendrait un type B. Donc ça peut éteindre justement ce genre de feu-là. Mais tant qu'à vous acheter un extincteur au même prix, autant bien avoir un type C qui va éteindre tout type de feu. Bon.
Fait que vous êtes un ultra professionnel, bref, fait que vous dites finalement l'évaluateur de vol que vous amenez toujours votre extincteur de type C, que vous savez comment ça marche, que vous savez qu'il est en ordre, puis tout ça. Bon. Fait qu'il va être content. L'évaluateur va savoir que vous êtes correct. Si vous n'avez pas d'extincteur, ben là, ça va être dire, ben écoute, moi, si jamais, admettons, je vois qu'il y a un feu, ben c'est de savoir un peu comment éteindre un feu. Donc, c'est sûr qu'évidemment, si vous avez un manteau, quelque chose comme ça, ben vous allez taper sur votre feu pour qu'éventuellement, ça coupe l'oxygène ou que ça n'en donne tout, peu importe. Bref, ça va éteindre le feu, OK? Ben, allez pas dire que vous allez garrocher votre bouteille d'eau dessus, OK? Donc, c'est ce genre de choses-là. Fait que c'est de bien connaître ces situations critiques, OK? Ensuite de ça, quand que là, ça c'est toute la théorie. Donc, sur votre à peu près 1 heure de révision en vol minimum que vous allez avoir, donc vous allez avoir un 45 minutes de toutes sortes de ce genre de patentes-là, OK? Et puis, comme je vous disais plus avant, l'évaluateur en vol, c'est pas un formateur de vol, OK? Il va pas vous dire quoi faire. Il va vous regarder faire. Il va regarder si vos processus sont bons, OK? Parce que lui, il se met dans sa tête là, que c'est comme votre ombre, là, OK? Donc, vous êtes à une journée de mission, comment est-ce que vous agissez? Donc, l'évaluateur en vol, il est là pour ça. Il est là pour voir vos aptitudes de pilote, OK? Puis de commandant de bord, puis de chef des opérations. C'est ça qui est là pour ça. OK, donc là, vous arrivez à votre partie où ce que vous allez pouvoir montrer vos aptitudes de pilotage, votre fameuse révision, j'appelle ça finalement votre examen pratique en vol. Donc là, vous mettez en pratique finalement votre plan de vol. Fait que là, vous dites, bon, ben écoute, moi je suis venu ici, admettons, pour inspecter telle affaire, pour prendre des photos, n'importe quoi. Fait que là, vous décollez votre drone, et ainsi de suite. Quand vous faites ça, là, OK, moi je vous invite là, à, idéalement, là, soyez pas dans votre tête là, à faire vos trucs, à checker votre manette, votre drone, checker votre écran, tout ça, puis à rien dire, OK? Écoutez, moi, ce que je vous suggère fortement de faire, parce que moi, en tant qu'évaluateur de vol, je vais préférer voir ce genre de personne-là, OK? C'est quelqu'un qui va, dans le fond, penser à voix haute, OK? Donc, tout ce que vous pensez, vous le dites. Tout ce que vous faites, vous le dites, OK? Donc, vous êtes sur le point de décoller, vous le dites. Donc, parfait. Est-ce que vous êtes prêt? Je vais faire décoller mon drone. Parfait. Donc, je fais ma procédure de décollage. Parfait. Donc, mes moteurs sont au idle. Parfait. OK? Donc, vous pouvez dire check ou n'importe quoi. Des termes de pilote ou n'importe quoi. Mais vous dites toujours qu'est-ce qui se fait. OK? Donc, à ce moment-là, l'évaluateur va voir que vous êtes pleinement conscient de ce qui se passe. Puis quand vous avez aussi, ça c'est une affaire importante qui fait partie justement du guide, quand vous allez décoller votre drone, donc vous allez démarrer vos moteurs, important que vous preniez en note l'heure. OK? Parce que, évidemment, votre cellulaire, il y a l'heure dessus. Puis votre application de drone aussi, il y a l'heure dessus. OK? Mais c'est du taponnage. Donc, il faut que vous ayez accès facilement à dire que vous avez pris l'heure. Donc, vous êtes mieux d'avoir une montre ou quelque chose comme ça, ou en tout cas une façon d'avoir accès à l'heure tout de suite. Donc, vous dites, présentement, il est 14h05. OK? Donc, le vol commence à 14h05. Fait que ça, pourquoi? C'est que si jamais, admettons, plus tard, donc vous avez une perte de batterie, OK? Une perte de signal ou n'importe quoi. Là, vous savez, votre vol est parti à 14h05, OK? Puis vous connaissez bien votre machine, vous savez qu'habituellement, vous avez entre 20 et 25 minutes de vol ou quelque chose comme ça. Mais là, la perte de signal, elle se passe à 14h15. OK, donc là, je suis parti à 14h05. OK, j'ai 10 minutes de vol, il me reste 20 minutes. Et voilà. Voyez-vous, c'est important de pouvoir faire ça rapidement parce qu'on ne peut pas se fier toujours juste à nos applications, quelque chose comme ça. Il y a des affaires old school qui nous permettent de pouvoir tout de suite le savoir, OK? Donc, vous démarrez vos moteurs, parfait, vous dites quelle heure qui est, ainsi de suite. Fait que là, vous dites, OK, donc je décolle. Check. OK, fait que c'est bon. Fait que l'évaluateur, il va voir que vous... Fait que là, je vais prendre telle direction. Parfait. Là, OK, j'ai mon drone en visuel. Je m'en vais à telle direction. Je suis présentement à telle hauteur. Mon drone est à telle distance de moi. Vous le dites régulièrement, OK? Puis, pensez pas que ça va être tannant que vous passez votre temps à parler. Au contraire, OK? Tu sais, les équipages dans les avions, là, ben c'est la même affaire. Quand il y a un pilote et un copilote, ben les gars, moi je fais telle affaire, check. Moi je fais telle affaire, check. Il y a toujours une vérification que vous savez qu'est-ce qui se passe. Tu sais, votre évaluateur en vol, finalement, grosso modo, c'est un membre de l'opération, OK? Fait que si vous êtes allé quelque part puis vous êtes tout seul, ben c'est vous le vrai pilote, OK? Mais si, admettons, vous avez finalement un observateur visuel ou n'importe quoi,
ben votre observateur, il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe, OK? Donc, c'est sûr que s'il est loin, tu sais, je vous dis pas de prendre votre walkie-talkie tout le temps, de dire, hey, là, je fais telle affaire, je m'en vais là, c'est bon, puis là, je fais telle. Non, non, tu sais, m'emmener, c'est pas besoin, mais s'il est à côté, ça vous coûte rien, OK? Puis ça vous demande pas d'énergie de dire, bon, écoute, là, je suis en train de faire telle affaire, j'amorce telle manœuvre, c'est ça que je vais faire, quelque chose de même. Fait que si jamais il arrive de quoi, les gens sont préparés, OK? Donc, moi, en tant qu'évaluateur en vol, je vais m'attendre à ce que vous soyez comme ça. À ce que vous disiez tout ce que vous faites au complet, OK? Fait que, parce que moi, là, je suis pas devant votre écran non plus, puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est à vous, en tant que pilote, à dire qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est le genre de choses. Ensuite de ça, évitez aussi d'essayer de faire des manœuvres de clown, OK? L'évaluateur en vol, pour lui, une manœuvre de clown, ça peut être une manœuvre potentiellement dangereuse. Donc, commencez pas à essayer de faire des manœuvres de... Non, 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 ça marche pas. Moi, personnellement, dans le genre de faute que vous avez, là, tu sais, ça sera pas une faute extrême, là, mais ça peut être une faute que, tu sais, que s'il y en a plein des fautes de même, moi, éventuellement, vous allez échouer, OK? Donc, faites pas des passes de clown, ça marchera pas. Donc, il faut que vous soyez ultra sécuritaire, ainsi de suite. Mais puis dans les manœuvres que vous allez devoir montrer que vous êtes capable de faire, une des manœuvres ultra importantes, c'est une orbite, OK? Donc, ça va être finalement d'être ou un point fixe, finalement, puis de faire un tour autour de l'objet, OK? Et évidemment, toujours en pointant sa caméra en direction du centre, là. Fait que si vous êtes autour d'un poteau comme ça, puis vous faites votre orbite, ben il ne faut pas que votre caméra pointe ailleurs. Il faut vraiment que votre caméra, que vous soyez capable avec vos commandes de pouvoir toujours pointer l'objet. Au même titre que quand vous volez en direction de quelque part, à moins de l'avoir justifié, mais la plupart du temps, quand vous volez en direction de quelque part, ben il faut que votre caméra, votre drone pointe en direction d'où ce qui s'en va, là. OK? Fait que si, admettons, je veux voler en direction de moi, ben il faut pas que ma caméra pointe là puis que je me fasse un vol de côté, là, OK? Parce que pour des raisons X, là, c'est toujours plus naturel d'avoir, tu sais, vous savez, admettons, votre télécommande, vous avez toujours la même façon de faire avancer votre drone, OK? Donc, si je mets ça par en haut comme ça, ben mon drone y avance. Mais tu sais, si, admettons, vous ne pointez pas du bon bord, ben là, ça peut venir qu'à mêler vos commandes, puis en situation d'urgence, vous allez tout mêler, OK? Donc, quand vous vous dirigez quelque part, vous pointez toujours votre caméra. Donc, ça, c'est le genre de choses que l'évaluateur en vol, il va vérifier, entre autres, OK? Il va voir aussi que vous êtes toujours à 100% conscient des obstacles que vous pouvez avoir, ce genre de choses-là. Donc, la révision en vol, finalement, le bout pratique, là, c'est pas là que c'est le plus... nécessairement ultra compliqué, là, OK? On fera pas exprès d'aller vous faire voler dans des branches d'arbres ou des affaires de même. Non, non, non. T'sais, on veut juste vraiment voir que vous avez la maîtrise de votre engin puis que vous avez un vol sécuritaire. Toujours pointer son objet, être capable de faire des orbites, ce genre de choses-là. Et surtout, je vous l'avais dit, de communiquer qu'est-ce que vous faites. Parce que l'évaluateur en vol, lui, ça se peut à un moment donné, il va essayer de vous pogner. Si vous ne parlez pas trop, vous avez oublié, ça se peut à un moment donné qu'il va vous dire, bon, votre drone est à quelle distance? Ben, si vous n'êtes pas nécessairement très bon pour savoir il est à quelle distance, mais par contre, vous connaissez bien votre application de drone, ben, vous le savez. Vous savez à quelle distance qu'il est votre drone, puis à quelle hauteur qu'il est, OK? Mais ça, il faut que vous soyez capable d'avoir accès à cette référence-là rapidement, OK? Parce que s'il vous pose une question, le gars, il ne veut pas vous répondre 5 minutes plus tard, là. Il faut que vous soyez capable tout de suite de répondre, OK? Donc, ça se peut qu'il vous pose des questions comme ça pendant votre vol, si vous ne le communiquez pas. Parce que si vous le communiquez, ben c'est tant mieux, il n'y aura même pas besoin de vous poser la question. Parce que si vous pose la question, puis vous ne savez pas la réponse, oh, vous avez un petit X en quelque part, là. Puis, tu sais, c'est pas parce que vous avez un petit X quelque part que ça veut dire que vous allez échouer, OK? Mais, tu sais, il y a des X qui sont des petits X, puis il y a des gros X, là. Fait que ça, c'est important, finalement, que vous diminuiez ce genre de X-là. Parce que, dans le fond, c'est pas de la correction négative, mais quasiment, là. Parce qu'à la base, vous partez avec 100%. Puis moi, quand que je rajoute un petit X quelque part, ben là, vous venez de diminuer un petit peu. Grosso modo, c'est un peu comme ça que ça marche. Ensuite de ça, quand votre vol est terminé, bon, ok, oui, puis une autre affaire aussi, quand vous volez, dans vos affaires que vous communiquez, gênez-vous pas toujours de dire que, bon, là, vous allez vérifier votre niveau de batterie. Ok, ma batterie est à tel pourcent.
que vous savez que vous avez réglé ça qu'à 30%, faut vous connaissez vos affaires, OK? Votre évaluateur en vol, il est là pour voir que vous êtes un professionnel. Donc, vous lui dites toutes ces affaires-là, c'est super important, OK? Que vous soyez capable de dire, regarde-moi là, moi je connais rien d'un drone, OK? Mais j'ai quand même fait mon certificat parce que moi j'apprends vite tout ça. Mais moi je suis un photographe professionnel. Puis moi là j'ai un DJI Mavic 2 Pro. Puis j'ai mes réglages d'aperture, puis de toutes ces affaires-là, de vitesse d'ISO, puis de tout. Garde, vous êtes là pour passer votre examen de pilote. OK? Vous n'êtes pas là pour montrer que vous êtes un photographe puis vous êtes capable de faire un hyperlapse ou ce genre de cossin-là. Là, oublie ça. Là. Ça, là, ça sert absolument à rien. Moi, en tant qu'évaluateur, là, je veux même pas que vous me parliez de ce genre de choses-là. C'est totalement inutile. OK? De savoir que vous êtes capable de suivre quelque chose, vous allez prendre une photo en une demi-seconde, puis là, ça va... Non, c'est pas intéressant, ça. Moi, je veux que vous soyez capable... Donc, ce que je veux savoir, c'est que vos données de vol, vous êtes capable de les lire, OK? Fait que si vous ne me les dites pas pendant le vol, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais vous le demander. Parce que moi, je vais checker l'heure. Bon, on est parti à telle heure. Là, je sais quel genre de modèle de drone qu'il y a, tout ça. Je sais pour qu'il y en a combien de temps. À un moment donné, je vais vous demander c'est quoi votre niveau de batterie. Si vous ne le savez pas, puis vous ne me l'avez pas dit, ben c'est un petit X là, OK? Ça prouve que vous ne connaissez pas bien vos niveaux, puis ça peut potentiellement vous mettre dans le trouble. Donc, c'est important ça. Ensuite de ça, quand votre vol va être terminé, donc là, vous devez effectivement dire, bon ben écoute, là, j'entends mon retour à la maison, OK? Donc, parfait, pas de trouble. Fait que là, vous revenez. Fait que là, mettez-moi pas ça en mode sport, là, si vous avez une affaire de même pour essayer encore là de faire votre show-off, vous risquez de faire de la chenoute, ça ne marchera pas. Donc, vous vous en venez tranquillement. Puis après ça, ben, diminuez votre altitude. Puis tu sais, ce qui est important aussi dans votre matériel, vous arrivez avec un hélipad, là, OK? On commencera pas, tu sais, moi, vous êtes un professionnel, vous avez votre certificat d'opération avancée, ça veut dire que vous savez que ça peut prendre des affaires. Donc, je veux votre hélipad, là. Donc, vous allez revenir avec votre drone pour vous poser sur votre hélipad, tranquillement, pas vite, tout ça. Écoutez, j'ai pas besoin que vous posez nécessairement sur le H de hélicoptère, OK? Par contre, si votre hélipad il est là, puis que vous allez vous poser là, il y a un problème, ça veut dire que vous avez de la difficulté à contrôler votre vol. Donc ça, ces genres de choses-là, fait qu'idéalement, si vous le posez sur l'hélipad, c'est parfait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais sinon, si vous posez trop loin, vous manquez accrocher quelqu'un, tout ça, ben c'est bien plate, mais vous êtes dangereux. C'est ça, là, c'est un fail automatique. OK? Donc, vous avez failli blesser quelqu'un, c'est un fail automatique. Donc, il va falloir que vous refassiez tout au complet, là. Même si tout le restant était nickel, vous avez mis la sécurité de quelqu'un en jeu, c'est un fail automatique. OK? Donc, ça, c'est super important qu'il faut que vous ayez toujours ça en tête, que la sécurité, c'est ce qui est en haut de tout. Donc, c'est ça que l'évaluateur il va toujours essayer de vérifier. Ensuite de ça, donc vous avez terminé votre vol. Fait que là, bon, pendant que vous allez commencer à ranger votre matériel, tout ça, votre évaluateur, finalement, lui, va faire une rétrospective. OK? Donc, il va checker tous les bons points, il va checker les points améliorés, il va checker les erreurs graves ou ce genre de choses-là, si c'est arrivé, ainsi de suite. Bref, il est en train de corriger votre examen. Ensuite, mais qu'ils reviennent. Donc là, vous allez avoir deux choses qui peuvent arriver. Vous allez succès ou vous allez échec. OK? C'est pas vous allez avoir 92%, non. Bon. Donc, aussitôt que j'arrive, je vous le dis. OK? Donc, ta révision en vol, c'est paf. Donc, c'est un succès, c'est un échec. Pourquoi est-ce qu'on fait ça tout de suite? C'est parce que tant et aussi longtemps que je ne vous ai pas dit votre résultat, là, vous avez juste hâte de l'entendre. OK? Le restant, là, même si je commence à vous dire votre rétrospective, tout ça, vous n'êtes pas là. Tout ce que vous voulez entendre, c'est succès ou échec. OK? Donc, je vous le dis dès le départ. Vous avez un succès, OK. Pourquoi? Donc, voici vos points forts. Donc, vous avez vraiment bien fait votre affaire, vous êtes super préparé, je vois que vous êtes sécuritaire, blablabla, nanana. Il y a les petits points à améliorer. C'est des détails, OK? Mais c'est quand même important, si tu veux améliorer ton affaire, de maîtriser telle patente. Mais dans l'ensemble, écoute, moi, je suis vraiment ultra satisfait de qu'est-ce que j'ai vu.
Écoute, cher collègue pilote, je suis vraiment, écoute, bienvenue là-dedans, tout ça, nanana. Puis, c'est ça. Donc, voici ce qui est bon, puis voici ce qui est à travailler. Parfait. La personne qui a un échec. Donc, c'est sûr que là, cette personne-là, tu sais, elle peut pas avoir tout fait mal, OK? Donc, c'est quand même important, cette personne-là, pour essayer quand même la conforter, de lui expliquer qu'est-ce qui a été bien fait, OK? Par contre, quand on arrive dans les points améliorés ou les points qui ont été trop dangereux, là, il faut vraiment mettre de l'emphase là-dedans. Le but, c'est pas de détruire la personne puis de la faire broyer, OK? Mais c'est d'expliquer que telle situation était tellement dangereuse que, en bout de ligne, tu peux pas donner finalement le feu vert à cette personne-là pour du jour au lendemain être en situation d'opération avancée en pleine ville avec un aéroport pas loin puis que là, il arrive une situation d'urgence, là, puis que telle affaire que tu étais supposé savoir tout de suite, là, ben, tu sais, pendant la révision, moi, j'étais de même, puis j'attendais, là, puis ça a pris 10 minutes avant que tu sois capable de trouver le numéro de téléphone de l'ATC, OK? Ça marche pas, ça. Donc, tu sais, si je vois que vous êtes pour être dangereux, il faut que vous travaillez ça, OK? Puis vous savez, votre révision en vol, ben, au bout de 24 heures, vous pouvez la refaire. Donc, tout va être recommencé au complet, mais vous avez quand même un gros bout de défaite quand même. Là. Mais ça reste qu'au bout de 24 heures, vous pouvez la recommencer. Une révision en vol en passant, c'est pas gratuit. OK? Donc, l'école de pilotage avec qui vous faites affaire va avoir établi elle-même ses propres tarifs. OK? Donc, les coûts varient. Donc, à l'heure actuelle, les coûts vont varier normalement de 175 $ jusqu'à 375 $. OK? C'est vraiment à la discrétion de l'école de pilotage. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, ça va avoir l'air bizarre ce que je vais dire, là, mais c'est que plus ça coûte cher, puis plus que vous faites affaire avec des professionnels. OK? C'est pas parce que ça coûte pas cher que vous allez avoir nécessairement une bonne évaluation. Puis pour moi, une bonne évaluation, ça ne veut pas dire que vous avez eu un succès, que vous avez eu une bonne évaluation. OK? Donc, écoutez, moi personnellement, l'année prochaine, donc ça, c'est ce qui me reste à faire, ça va être de prendre contact avec des écoles de pilotage. Puis jusqu'à date, j'ai eu contact avec une école de pilotage qui charge justement ça 175 $. OK? Mais là, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que. Mais là, vous allez tomber sur un gars comme moi, justement, qui est très sévère, puis qui va vraiment. Puis tu sais, je pense que ça vous rend service aussi de tomber sur quelqu'un de sévère. Notre but, c'est pas de vous faire couler, mais c'est de vous conscientiser que vous êtes un pilote, OK? Puis que vous avez la sécurité des gens entre vos mains. Puis c'est important de faire, tu sais, quand même, en tout cas, bref. Donc l'indicateur de, finalement, ça coûte cher pour la révision en vol, c'est plate, mais c'est comme ça. Donc si jamais vous tombez là-dessus, ben, vous pouvez vous attendre que finalement, c'est des formateurs sérieux, c'est une école sérieuse qui met son nom en jeu, ainsi de suite. Bref, bon. Fait que c'est ça. Donc, vous avez réussi, vous avez échoué, parfait. Ou non, parfait, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous avez eu votre résultat. Donc, après ça, bon, ben, ciao, bye, tout ça. Donc là, l'évaluateur, après ça, a 24 heures pour aller mettre vos résultats sur le site de Transport Canada. Une fois que ça, c'est fait, ben là, après ça, vous allez pouvoir retourner sur votre profil de Transport Canada et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre demande de certificat d'opération avancée. Donc ça coûte 25 $. Après ça, vous êtes un pilote de certification d'opération avancée. Là, la vidéo, ça fait déjà 50 minutes qu'elle dure. Là. Je ne vais pas vous dire exactement tout ce que ça peut faire, mais là, vous avez votre certificat d'opération avancée. Donc, c'est ça, la révision en vol, OK? Donc, si jamais vous avez des questions, parce que là, je vous ai donné énormément de matière, OK? Vous avez probablement dû avoir à prendre des notes ou n'importe quoi. Si jamais vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous pouvez dans le fil en bas de commentaires me poser des questions là. Autrement aussi, vous pouvez passer là, à la fin de tout ça, vous allez avoir entre guillemets un générique, pas tout à fait, là, mais vous pouvez communiquer avec moi aussi via ma page Facebook, OK? Donc ça, il n'y a pas de problème. Fait que je suis là pour vous aider. UHD photo aussi, c'est de la formation. OK? Donc,
c'est pas de la formation théorique en tant que telle, pour réussir votre certificat d'opération avancée, pour réussir votre examen en ligne. Par contre, je peux donner certaines formations de base, de pilotage ou quelque chose comme ça. Et j'en ai une formation aussi qui va vous permettre de vous préparer à la révision en vol. Donc, ce que je viens d'avoir là comme discussion avec vous, j'ai une formation qui prend à peu près 1 heure, justement. Et grosso modo, je vais vous redire à peu près exactement les mêmes patentes que je vous ai dites dans cette vidéo-là, OK? Puis là, en plus, ben, vous êtes chanceux, vous l'avez vu, puis c'est gratuit. Bon, parce que vous avez pensé, mais si vous avez besoin quand même plus de choses, ben, je peux vous donner de la formation quand même. Puis la journée de votre évaluation en vol, votre révision en vol, si vous avez suivi tout ce que je vous ai dit là, je ne peux pas vous donner un tampon tout de suite, tu as réussi ton examen. Par contre, je peux vous dire que si vous avez suivi, qu'est-ce que je vous ai dit, vous avez d'extrêmes fortes chances de passer. OK? Fait que ça peut valoir la peine de payer un petit extra pour cette formation-là. Alors, grosso modo, c'est ça. J'espère que ça peut vous aider. Et puis, s'il y a jamais quoi que ce soit, comme je vous dis, vous avez accès à pouvoir me communiquer. Alors sur ce, bonne préparation, bonne révision, la meilleure des chances et pilote, bon vol!